Salut mes biquettes et bienvenue sur Jurassic Mask. Allez, on continue la lecture du roman Jurassic Park de Michael Crichton, chapitre 2, Un goût du paradis. Mike Bowman sifflotait gaiement au volant du Land Rover de location qui traversait la réserve biologique de Cabo Blanco sur la côte pacifique du Costa Rica par une belle matinée de juillet. La route pittoresque longeait une corniche dominant, d'un côté la jungle, de l'autre côté les flots azurés du Pacifique. Les guides touristiques affirmaient que l'on trouvait à Cabo Blanco une nature également préservée, presque le paradis. En regardant autour de lui, Bowman avait l'impression que les vacances commençaient enfin. Âgé de 36 ans, Mike Bowman, promoteur immobilier à Dallas, était venu passer 2 semaines au Costa Rica avec sa femme et sa fille. C'est sa femme, Hélène, qui avait eu l'idée de ce voyage. Pendant plusieurs semaines, elle lui avait vanté la beauté des parcs nationaux du Costa Rica et répété que ce serait bien que Tina puisse les découvrir. Mais dès leur arrivée, Mike apprit qu'Hélène avait un rendez-vous à San José avec un spécialiste de la chirurgie esthétique. C'est la première fois qu'il entendait parler des excellents chirurgiens aux honoraires modérés et des luxueuses cliniques privées de San José. Une terrible dispute avait naturellement éclaté, Mike ayant le sentiment justifié que sa femme lui avait menti, et il s'était fermement opposé à toute intervention. D'ailleurs, l'idée même était ridicule. Tout juste âgée de 30 ans, Hélène est encore très belle. Elle avait été élue reine de l'université Rice en dernière année, et cela remontait à moins de 10 ans. Bon, ça va. Mais Hélène, d'une nature anxieuse, s'inquiétait depuis quelque temps de voir l'éclat de sa beauté se faner. Et le Land Rover rebondit dans un nid de poule et projeta de la boue sur les bas-côtés. « Mike !» demanda Hélène, assise derrière le conducteur. « Es-tu sûr que c'est la bonne route? Nous n'avons vu personne depuis des heures. »« Nous avons croisé une voiture il y a un quart d'heure, répond-il. La bleue, tu t'en souviens quand même? »« Oui, mais il allait dans la direction opposée. »« Ma chérie, c'est une plage déserte que tu voulais. Bah, tu vas l'avoir. »« J'espère que tu as raison, fit Hélène en secouant la tête, d'un air très peu convaincu. »« Oui, papa, lança Christina à l'arrière. J'espère que tu as raison, mais faites-moi confiance. » Ils roulèrent en silence pendant quelque temps, puis Mike reprit la parole. « C'est beau, non? Regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. »« Ouais, fit Tina, c'est pas mal. » Hélène prit son poudrier et se regarda dans le miroir. Elle pressa les doigts sous ses yeux et remit en soupirant le poudrier dans son sac. La route commença à descendre et Mike Bowman se concentra sur la conduite. Soudain, une petite silhouette sombre traversa la route à toute allure et Tina poussa un cri avant que l'animal disparaisse dans la jungle. « Regardez! Regardez! Qu'est-ce que c'était ?» demanda Hélène. « Un singe ?»« Peut-être un saimiri, » répondit Bowman. « Je peux le compter ?» fit Tina en prenant son crayon. La fillette âgée de 8 ans dressait pour l'école la liste de tous les animaux qu'elle avait vus pendant le voyage. « J'en suis pas sûr, répondit Mike. Tina parcourut les photos du guide touristique. « Je ne crois pas que c'était un saimiri, annonça-t-elle. Probablement un autre singe hurleur. Il en avait déjà vu plusieurs depuis le début du voyage. « Écoutez, poursuivit-elle avec entrain, d'après les guides, les plages de Cabo Blanco sont fréquentées par de nombreuses espèces d'animaux sauvages. Singe hurleur à tête blanche, paresseux à 3 doigts et coatis. Tu crois que nous verrons un paresseux à 3 doigts, papa? Je te parie tout ce que tu veux. »« Vraiment? » Regarde dans le rétroviseur. Très drôle. Bordée par la végétation tropicale, la route continuait de descendre doucement vers l'océan. Mike Bowman se sentit dans la peau d'un héros quand ils atteignirent enfin la plage totalement déserte. Un croissant de sable blanc festonné de palmiers et long de plus de 3 km. Il gara le Land Rover à l'ombre d'un arbre en bordure de la grève et sortit les cartons du pique-nique. « Franchement, » dit Hélène en commençant à mettre son maillot de bain, « je me demande comment je vais pouvoir perdre du poids. »« Mais ta silhouette est parfaite, ma chérie, » fit Mike, qui, au fond de lui-même, trouvait sa femme trop mince, mais avait appris à ne pas aborder le sujet. « Eh oui, malin le copain. »« N'oublie pas ta crème solaire !» cria Hélène à sa fille, qui courait déjà sur la plage. « Plus tard !» répondit Tina par-dessus son épaule. « Je vais voir si je peux trouver un paresseux !» Hélène Bowman scruta l'immensité de la grève, puis se tourna vers les arbres qui la bordaient. « Elle ne risque rien ?» demanda-t-elle, d'une voix inquiète. « Parce que je fais bien la voix inquiète. »« Bah, tu vois bien qu'il n'y a pas même qui vive à des kilomètres à la ronde. »« Je t'en prie !» soupira Mike Bowman. « Il n'y a pas de serpent sur une plage. »« Mais vous ne savez jamais !»« Ma chérie, » poursuivit-il avec fermeté. « Oui, parce que je fais bien aussi la fermeté. Les serpents sont des animaux à sang froid, des reptiles incapables de réguler la température de leur corps. Il fait presque 35 degrés sur la plage. Si un serpent sortait de la forêt, il grillerait aussitôt. Crois-moi, il n'y a pas de serpent sur cette plage. » Mike Bowman leva la tête et vit que sa fille était loin. « Laisse-la faire, » ajouta-t-il en passant le bras autour de la taille de sa femme. « Mais laisse-la s'amuser. » Tina courut jusqu'à ce qu'elle se sente épuisée, puis elle se laissa tomber sur le sable brûlant et roula jusqu'au bord de l'eau.
L'océan était chaud et il n'y avait presque pas de vagues. Elle reste assise, quelques instants, le temps de reprendre son souffle, puis se retourna vers ses parents pour voir quelle distance elle avait parcourue. Sa mère agita les bras pour lui faire signe de revenir. Tina lui répondit en levant joyeusement la main, comme si elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas envie d'enduire son corps de crème solaire, pas plus que d'entendre sa mère répéter qu'elle devait maigrir. Elle avait simplement envie de rester là où elle était, et avec un peu de chance, elle verrait peut-être un paresseux. Je sais pas qui ça excite de voir un paresseux, honnêtement. Enfin bref, elle en avait vu un l'avant-veille au zoo de San José. Il ressemblait à un personnage des Muppets, et il avait l'air tout à fait inoffensif. En tout cas, le paresseux était incapable de se déplacer rapidement, et elle courait beaucoup plus vite que lui. Entendant sa mère l'appeler, Tina décida de s'éloigner de l'eau et de se réfugier sous le couvert des palmiers. Dans cette petite partie de la plage, leur feuillage dominait un enchevêtrement de racines noueuses et de palétuviers, la mangrove impénétrable. La fille s'assit et poussa du pied les feuilles sèches du palétuvier. Elle remarqua de nombreuses traces de pattes d'oiseaux sur le sable. Le Costa Rica était renommé pour ses oiseaux. Les guides affirmaient qu'il y avait 3 fois plus d'oiseaux au Costa Rica qu'aux États-Unis et au Canada réunis. Certaines traces à 3 doigts étaient petites et si peu marquées qu'on les distinguait à peine. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud pour dire distinguer. Mais il y en avait de plus grandes, des empreintes bien plus profondes dans le sable. Tina les regardait distraitement quand elle a entendu un sorte de petit gazouillement, suivi d'un bruissement de feuilles dans la mangrove. Est-ce que les paresseux gazouillaient? Tina ne le pensait pas. Mais elle n'en était pas sûre. C'était plutôt le cri d'un oiseau de l'océan. Elle attendit tranquillement sans bouger, puis elle perçut un nouveau bruissement et découvrit la source du gazouillement. À quelques mètres d'elle, un grand lézard sortit de la mangrove et la regarda avec curiosité. Tina retint son souffle, un nouvel animal pour sa liste. Le lézard se dressa sur ses pattes arrière, sa queue épaisse lui servant de balancier, et continuant de la regarder fixement. Dans cette position, il était auprès de 30 cm, avec un corps vert foncé au dos rayé de brun. Ses petits membres antérieurs se terminaient par de minuscules doigts de lézard avec lesquels il battait l'air. Sans détacher d'elle son regard, le lézard pencha la tête sur le côté. Tina le trouva mignon, comme une sorte de grosse salamandre. Elle leva la main et agita les doigts à son tour. Sans manifester la moindre crainte, le lézard s'avança vers elle en marchant sur ses pattes de derrière. Il était à peine plus gros qu'un poulet, et comme un poulet, il marchait avec de petites secousses de la tête. Tina se dit qu'il ferait un merveilleux animal familier. Petit animal de compagnie, quoi, bah oui. Elle remarqua que les empreintes du lézard avaient 3 doigts, exactement comme celles des oiseaux. L'animal se rapprochait de la fillette, qui demeurait parfaitement immobile, pour ne pas l'effrayer. Elle n'en revenait pas de le voir de si près, mais elle se rappela qu'elle était aussi dans un parc naturel, où tous les animaux devaient savoir qu'ils étaient protégés. Ce lézard était probablement apprivoisé, peut-être attendait-il qu'on lui donne à manger. Par malheur, elle n'avait rien. Tina tendit lentement la main, la paume ouverte, pour lui montrer qu'elle était vide. Oh, fut la gamine. Le lézard s'arrêta, pencha la tête et gazouilla. « Je regrette, dit Tina, mais je n'ai rien pour toi. » Brusquement, l'animal bondit sur la main tendue de la fillette. Tina sentit les petits doigts du lézard lui pincer la peau, et le poids de l'animal l'obligea à baisser le bras. Puis le lézard remonta le long du bras, en direction de son visage. Ouh, là, ça commence à puer. « Pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus ?» demanda Hélène Baumann, les yeux plissés pour se protéger de l'éclat du soleil. « Je voudrais la voir. C'est tout ce que je demande. » « Je suis sûr que tout va bien, » fit son mari en fouillant dans le carton de pique-nique préparé par l'hôtel. Il y avait du poulet rôti peu appétissant et une sorte de pâté à la viande. Hélène n'allait jamais pouvoir manger ça. Elle n'aurait pas eu l'idée de s'éloigner de la plage? Mais non, chérie, je pense pas. Cet endroit est tellement isolé, poursuivit Hélène. Bah, je croyais que c'était ce que tu cherchais. Oui, c'est vrai. Bah alors quel est le problème? Je voudrais simplement la voir, répondit Hélène. Soudain, portés par le vent, ils entendirent la voix de leur fille. Elle poussait des hurlements. Allez, encore un petit chapitre. Punta Arenas. Je pense que tout ira bien maintenant, déclara le docteur Cruz en rabattant le pan de plastique de la tente d'oxygène dans laquelle Tina était endormie. Mike Baumann était assis au chevet de sa fille. Le docteur Cruz, qui paraissait très capable, parlait un excellent anglais, perfectionné pendant des stages à Londres et à Baltimore. Non seulement le praticien respirait la compétence, mais la Clínica Santa Maria, l'hôpital ultramoderne de Punta Arenas, était très bien équipé et d'une propreté impeccable. Et pourtant, Mike Baumann restait inquiet. Il ne parvenait pas à sortir de son esprit que l'état de sa fille unique était très grave et qu'il se trouvait loin de chez eux. Quand il était arrivé auprès de Tina, elle poussait des hurlements hystériques.
Tout son bras gauche était ensanglanté, couvert d'une multitude de petites morsures, de la taille d'un pouce, et parsemé de taches de bave mousseuses, comme une salive gluante. Il l'avait transporté le long de la plage, et avait vu presque aussitôt le petit bras commencer à rougir et à enfler. Mike n'oublierait pas de sitôt le trajet du retour vers la civilisation. Le Land Rover dérapait et patinait sur la piste boueuse qui s'enfonçait dans les collines, tandis que Tina, dont le bras devenait de plus en plus rouge et gonflé, hurlait sans discontinuer, de peur et de douleur mêlées. Il a dû être tranquille le trajet du retour, là. Bien avant qu'ils atteignèrent la lisière du parc, l'enflure s'était étendue jusqu'au cou, et Tina avait commencé à avoir des difficultés à respirer. Ça sent un peu la raclette, là, pour la Tina. « Ça ira maintenant ?» demanda Hélène, le regard rivé sur la tente à oxygène. « Je pense, » répondit le docteur Cruz. « Je lui administrerai une autre dose de stéroïdes, et elle respire beaucoup plus facilement. Vous pouvez constater que l'œdème du bras a bien diminué, quand même. »« Et ces morsures ?» commença Mike Bowman. « Nous ne sommes pas encore en mesure d'en déterminer la nature, » répondit le médecin. « Je n'ai personnellement jamais rien vu de tel. Mais vous remarquerez qu'elles sont en train de disparaître. Il est déjà difficile de les distinguer, mais je n'ai pas eu le temps de prendre quelques photos. En nettoyant son bras, j'ai également pris plusieurs échantillons de cette salive gluante. L'un sera analysé ici, et l'autre sera envoyé au laboratoire de San Jose, et nous conserverons le troisième, qui sera congelé en cas de besoin. Avez-vous son dessin ? » Oui, répondit Mike Bowman. Il tendit au médecin le croquis que Tina avait fait quand on l'avait interrogé à son arrivée à l'hôpital. « C'est l'animal qui l'a mordu ?» demanda Cruz en regardant le dessin. « Oui, répondit Mike Bowman. Elle a dit que c'était un lézard vert de la taille d'un poulet ou d'un gros corbeau. Je ne connais pas cette espèce, poursuivit le médecin. Elle l'a représenté debout sur ses pattes de derrière. En effet, confirma Bowman. Elle m'a dit qu'il marchait sur ses pattes de derrière. Le docteur Cruz haussa les sourcils et considéra plus longuement le dessin. « Comme je ne suis pas un spécialiste, reprit-il, j'ai demandé au docteur Guiterres de venir nous voir. C'est le chercheur de la Reserva Biolica de Carrara, de l'autre côté de la baie. Il pourrait peut-être identifier l'animal. »« Il n'y a personne de Cabo Blanco ?» demanda Bowman. « C'est là qu'elle a été attaquée. » Malheureusement, non. Il n'y a pas de permanent à Cabo Blanco. Et aucun chercheur n'y a travaillé depuis un certain temps quand même. Vous avez dû être les premiers à fouler le sable de cette plage depuis plusieurs mois. Mais vous verrez, mon confrère est très compétent. Le docteur Guterres portait la barbe, un short kaki et une chemise. À leur grande surprise, les Bowman découvrirent qu'il était américain. « Ravi de faire votre connaissance, » dit-il avec un léger accent du Sud, au moment des présentations. Du coup, je vais le faire avec un accent du Sud. « Ravi de faire votre connaissance ?» C'est pas un accent du Sud, ça. Ouais, c'est pas grave. Marty Guterres expliqua qu'il était biologiste diplômé de Yale et qu'il travaillait au Costa Rica depuis 5 ans. Puis il examina minutieusement Tina, lui souleva délicatement le bras, étudia chacune des morsures avec un stylo torche, et les mesura à l'aide d'une règle de poche. Au bout d'un moment, Guterres s'écarta, en hochant lentement la tête, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Puis il examina les preuves prises au Polaroid par le docteur Cruz, et posa quelques questions sur la salive qui, d'après son confrère, était déjà analysée au laboratoire. Marty Guterres se tourna vers les Bowman, qui attendaient anxieusement. « Tu m'étonnes. »« Je pense que tout ira bien pour Tina, » déclara-t-il. « Mais il y a quelques détails sur lesquels j'aimerais revenir, » ajouta-t-il en prenant des notes d'une écriture rapide et déliée. « Votre fille affirme avoir été mordue par un lézard vert, haut d'une trentaine de centimètres, qui a gagné la plage en sortant de la mangrove, dressé sur ses pattes de derrière. »« Oui, c'est bien ça. »« Et ce lézard a émis des sons ?»« Bah, Tina a dit qu'il gazouillait, il poussait des petits cris aigus. »« Un peu comme une souris ?»« Mouais. »« Très bien, fit le docteur Guterres. Je connais ce lézard. » Le biologiste expliqua que les 6000 espèces de lézards répertoriées dans le monde, une douzaine au plus étaient capables de se tenir debout. Seules 4 de ces dernières espèces vivaient en Amérique latine, et là, en jugé par la couleur, le lézard qui avait attaqué Tina ne pouvait appartenir qu'à une seule espèce. J'ai la conviction qu'il s'agit d'un Basilicus amoratus, un basilic, un reptile saurien rayé que l'on trouve au Costa Rica, et également au Honduras. Debout sur cette patte de derrière, il peut atteindre 30 cm. C'est une espèce venimeuse ? Non, Madame Bowman, absolument pas. Guterres expliqua que le gonflement du bras de Tina était un phénomène allergique. D'après les statistiques, ajouta-t-il, 14% des gens sont violemment allergiques aux reptiles et votre fille semble bien faire partie de cette fraction de la population. Mais elle hurlait, elle criait qu'elle avait mal. C'est probablement vrai, fit le biologiste. La salive des reptiles contient de la sérotonine, une substance qui cause de vives douleurs. Sa tension artérielle est retombée avec les antihistaminiques ? Demanda-t-il en se tournant vers son confrère. Oui, répondit Cruz. Rapidement, sérotonine, fut Guterres. Pas de doute. Hélène Bowman ne parvenait pas à chasser son anxiété. Mais pourquoi un lézard l'aurait-il mordu demanda-t-elle. Les morsures de lézards sont très courantes, répondit Guterres. Surtout dans les eaux, parmi le personnel chargé des soins des animaux.
Mais j'ai appris il y a quelques jours qu'un lézard avait mordu un bébé dans son berceau à Amaloya, à une centaine de kilomètres de l'endroit où vous étiez. Les morsures sont donc fréquentes, mais je ne m'explique pas très bien pourquoi votre fille en avait tant. Que faisait-elle au moment où le lézard l'a attaquée? Bah rien, elle m'a dit qu'elle était assise et qu'elle évitait de bouger pour ne pas l'effrayer. Assise sans bouger, fit Guy-Thérèse, l'air perplexe. Je crois que nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé, ajouta-t-il en secouant la tête. Il est impossible de prévoir la réaction d'un animal sauvage. Et la salive qu'elle avait sur le bras, poursuivit Hélène. Je ne cesse de penser à la rage. Ne craignez rien, chère madame, les reptiles ne transmettent pas la rage. Votre fille a eu une réaction allergique à la morsure d'un basilic, c'est tout. Mike Bowman montra à Guy-Thérèse le dessin de Tina. C'est une représentation acceptable d'un basilic, fit le biologiste en hochant la tête, même si quelques détails sont inexacts. Le cou est beaucoup trop long, et elle n'a dessiné que 3 doigts aux pattes de derrière, qui en ont 5. La queue est trop épaisse, et elle ne devait pas être dressée. À part cela, c'est un spécimen tout à fait ressemblant à l'espèce qui nous intéresse. Mais Tina a bien spécifié que le cou était long, insista Hélène Bowman. Elle a affirmé que les pattes avaient 3 doigts. Notre fille est très observatrice, glissa Mike. Je n'en doute pas, répliqua le biologiste en souriant. Mais je pense quand même qu'elle a été mordue par un Basilicus amoratus, et qu'elle a eu une violente réaction herpétologique. Avec les soins qui lui sont prodigués, tout devrait être terminé en 12 heures. Votre fille sera en pleine forme demain matin. Dans le laboratoire moderne installé au sous-sol de la Clinica Santa Maria, le bruit se répandit que le docteur Guy-Thérèse avait identifié l'animal ayant mordu la petite américaine, un inoffensif basilic. Les analyses de salive furent aussitôt interrompues, malgré un premier fractionnement qui révélait la présence de plusieurs protéines ayant un poids moléculaire très élevé et une activité biologique anormale. Et personne ne s'inquiète. On laisse Pépère Guy-Thérèse décider du truc. Enfin bref. Mais le technicien de nuit avait beaucoup à faire. Il plaça les échantillons de salive sur la tablette du réfrigérateur. Le lendemain matin, son collègue de jour consulta la liste des patients devant quitter l'hôpital dans la journée. Voyant que Christina Bowman était autorisée à sortir dans la matinée, il jeta les échantillons de salive. Mais au dernier moment, il remarqua qu'un échantillon portait une étiquette rouge signifiant qu'il devait être envoyé au laboratoire de l'université de San José. Il récupéra l'éprouvette dans la corbeille et l'expédia au laboratoire. « Allez !» fit Hélène Bowman en poussant Tina en avant. « Dis merci au docteur Cruz. »« Merci, docteur !» articula la fillette. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. » Elle leva le bras pour serrer la main du médecin. « Vous avez une nouvelle chemise ?» ajouta Tina. Cruz prit un air perplexe, puis un sourire s'épanouit sur son visage. « Tu as raison, Tina. Quand je suis de service de nuit, je change de chemise le matin. »« Mais vous ne changez pas de cravate ?»« Non, seulement la chemise. »« Mike vous a dit qu'elle était très observatrice, » glissa Hélène Bowman. « C'est certain, » fit le médecin en souriant et en serrant la main de la jeune fillette. « Je te souhaite une excellente fin de séjour au Costa Rica, Tina, » dit-il avec gravité. « Je vous remercie, docteur. »« À propos, Tina, » lança le médecin tandis que les Bowman commençaient à s'éloigner. « Te souviens-tu du lézard qui t'a mordu ?»« Oui, bien sûr, » répondit la fillette en se retournant. « Te souviens-tu de ses pieds ?»« Oui, oui. »« Ils avaient des doigts ?»« Oui. »« Combien en avait-il ?»« 3. »« Comment peux-tu en être sûr ?»« Parce que j'ai regardé, » répondit Tina. « De toute façon, toutes les empreintes des oiseaux sur le sable avaient 3 doigts. »« Les empreintes du lézard étaient comme celles d'un oiseau ?»« Oui, oui, » répondit Tina. « Et il marchait comme un oiseau, en remuant la tête. » Elle fit quelques pas en levant et en baissant alternativement la tête. Un peu comme ça. Voilà, on a l'exemple, on est bon. Après le départ des Bowman, le docteur Cruz décida de faire part de cette conversation avec Guy-Thérèse, qui avait regagné le centre de biologie. « Je dois reconnaître que le témoignage de la petite est étrange, » fit Guy-Thérèse d'une voix songeuse. « De mon côté, j'ai fait quelques vérifications, et je ne suis plus certain qu'elle ait été mordue par un basilic. En réalité, j'en doute fort. »« Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ?»« Évitons les suppositions hâtives, » répondit Guy-Thérèse. « À propos, avez-vous entendu parler à l'hôpital d'autres morsures de lézard ?»« Non, pourquoi ?»« Si vous apprenez quelque chose, cher ami, tenez-moi au courant. » Et voilà ma biquette. Je t'ai lu 2 chapitres. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Les prochains arrivent la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente semaine. Ciao, bye.